Ja, guten Morgen, da scheint Bonjour, bonjour tout le monde. On m'a demandé de présenter la prise de position des associations environnementales qu'on a présentées il y a 2 ans et demi. Je travaille pour ProNatura et je suis responsable pour les sports de loisirs. Et donc je suis un des auteurs de cette prise de position. Pourquoi est-ce qu'on l'a publié? Pourquoi est-ce qu'on l'a adressé? Je pense que vous le savez. Le VTT est en plein boom. Ensuite, c'est bien évidemment, le VTT fait partie de la mobilité douce, donc c'est un sport qu'on pratique en nature, donc ça touche l'environnement. Et ça, c'est un aspect principal. Une des motivations principales pour les VTTistes est de se bouger dans la nature. C'est une grande chance pour nous pour améliorer la compréhension et pour promouvoir la compréhension de la nature. Mais nous voyons que ce développement est accompagné par des conflits aussi. Il y a beaucoup plus de pression sur la nature. Cette pression est déjà assez forte parce qu'il y a non seulement les VTTistes, mais beaucoup d'autres sportifs qui bougent dans la nature. Donc, on ne parle pas non plus d'un seul trail qui pose problème, mais la grande masse qui devient encore de plus en plus grande. Donc la masse d'offres, la masse d'infrastructures, la mobilité, la flexibilité et la répartition des pistes et leur usage assez intense. Mais comme je viens de le dire, cela vaut tout aussi pour tous les autres sports qu'on pratique dans la nature. Donc nous, en tant qu'association environnementale, on ne s'occupe pas seulement que des VTT, mais aussi des autres types de sports qu'on pratique dans la nature. Quel est notre rôle? Quel est notre objectif? Eh bien, vous voyez ici les points que j'ai énumérés. Nous souhaitons faire en sorte à ce que la nature ne soit pas impactée par ces sports afin qu'elle puisse se développer sans influence majeure. Mais il faut aussi donner la possibilité aux êtres humains de se rendre à la nature et de la connaître. Et cela vaut pour tous les groupes d'usagers, peu importe le sport ou leur façon de bouger dans la nature. Nous sommes donc convaincus que des solutions peuvent être trouvées, on peut dialoguer et coopérer. Et nous sommes convaincus qu'on pourra trouver des solutions qui sont aussi attrayantes pour les VTTistes afin que les VTTistes puissent respecter les règles élaborées. En 2019, nous avons donc décidé d'élaborer une prise de position qui a été soutenue par la Fondation Protection des paysages suisses, par ProNatura, signée par BirdLife Suisse et WWF Suisse. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Eh bien, cette prise de position nous permet d'avancer nos propres arguments. La scène les associations de protection d'environnement ne sont pas toujours du même avis et n'ont pas toujours les mêmes objectifs. Donc, il était censé de se mettre autour d'une table ronde et de nous donner un nom. Nous communiquons avec des partenaires, donc les administrations, et nous avions comme intention de bien définir nos objectifs afin qu'on puisse trouver des solutions. Et cela nous a permis également de nommer les responsables des organisations et associations
et les sensibiliser. Donc, le groupe cible de cette prise de position est constitué de toutes les personnes qui ont une fonction dans le domaine de ces sports. Mais le groupe cible, ce ne sont pas les vététistes au niveau individuel. Nous nous adressons avec cette prise de position aux experts et expertes. Je le montre ici. Ce sont là les domaines couverts par notre prise de position. Vous voyez la planification, conception, construction et entretien. Donc, ce sont là des personnes qui construisent et qui planifient les trails et les pistes. C'est lié à la communication, mais ce n'est pas lié au comportement des vététistes. Ce n'est pas un code de conduite. Et un tel code n'est pas non plus intégré dans cette prise de position. J'aimerais bien vous présenter cette prise de position, pas dans tous les détails, parce que vous pouvez la lire, mais j'aimerais bien m'appuyer sur quelques points. Et vous allez voir, c'est un papier, une prise de position qui n'est pas très détaillée. Elle est relativement généraliste, elle formule quelques principes de base. Il n'y a pas de manuel pour la construction d'un trail, mais on parle vraiment de quelques principes de base. Et on l'a fait de manière express pour que cette prise de position soit flexible dans son application dans le cadre des cas concrets. Et elle correspond à nos valeurs. Après une brève introduction, il y a 7 points, donc les points 2 à 8, qui concernent quelques sujets particuliers que je vais évoquer maintenant. Les principes de base, d'abord. Nous avons défini ces principes. Le VTT fait partie de la mobilité douce. C'est un sport qui se fait principalement par sa propre force dans la nature. Et cela peut faire en sorte à ce qu'on promeut la compréhension de la nature. Et il y a déjà des indications qui parlent de la coexistence de plusieurs types de sports, mais j'y reviendrai. Voilà, cette coexistence, elle est mentionnée ici, sous point 1.1. Nous avons aussi quelques points qui concernent les priorités. Ça n'a rien à voir avec une discrimination quelconque, non. C'est comme sur la route, sur les pistes, il y a des règles à respecter. On parle également des VTT électriques qu'on mentionne dans cette prise de position, mais on n'en parle pas vraiment en détail. On parle des VTT électriques avec une assistance de pédalage de plus de 25 km/h et les mêmes règles s'appliquent pour ces VTT électriques légers que pour les VTT sans moteur, alors que les VTT à moteur de plus de 500 watts n'ont rien à voir sur les pistes en nature. Ils ne sont pas couverts non plus par cette prise de position. Il y a d'autres points que je ne mentionnerai pas. Donc la planification générale, ça c'est le premier sujet. Et c'est un sujet important. Cette planification doit être coordonnée parce que sinon, ça serait nuisible à l'environnement, mais aussi à la relation entre les sportifs. Donc, il faut cette coordination. Cela présuppose qu'on canalise l'offre et qu'on communique l'offre de trails et de routes. Donc, il faut canaliser l'utilisation et la concentrer de manière ordonnée. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Eh bien, on peut développer des concepts et plans au niveau cantonal et régional. Cela existe de plus en plus d'ailleurs. De tels concepts et plans
disent où on peut promouvoir le VTT et où il ne faut pas le faire. Donc, c'est insensé de construire des pistes de VTT un peu à l'improviste sans regarder ce que fait la commune d'à côté. Cela veut dire également que le financement doit être coordonné. Nous pensons que les fonds publics ne devraient être versés que pour des projets de construction qui reposent sur des concepts et une coordination. Et nous souhaitons également promouvoir les processus participatifs où tous les acteurs soient intégrés, les associations de protection, mais aussi les associations sportives ou les autorités. Troisième sujet, coexistence et séparation. On peut faire la distinction entre plusieurs conflits possible entre les différents types de VTT, entre les VTTistes et les autres sports, ou entre les sports et les associations de protection d'environnement. On pourrait dire, voilà, la protection de l'environnement, ça ne nous regarde pas. Mais la solution des premiers 2 points de conflit ont un impact sur la nature. Donc, dès qu'on bouge dans la nature, la protection de la nature est un sujet par lequel on est concerné. La séparation de pistes mène à plus d'infrastructures, à une consommation plus intense de l'espace, à plus de morcellement. Donc, l'impact sur la nature est augmenté et le potentiel de conflit est augmenté aussi. C'est la raison pour laquelle nous, les associations de protection de l'environnement, nous pensons que dans la plupart des cas, l'utilisation commune de l'infrastructure est la meilleure des solutions pour la nature, pour le paysage. Et c'est la raison pour laquelle on plaide pour qu'on utilise le réseau déjà existant. Si on planifie des pistes, il faut quand même vérifier les différents usages et la question de savoir si l'usage d'un trail ou d'une piste peut se faire par plusieurs types de sports. Il y a des pistes et des voies où ce n'est pas possible. Et là, il faut chercher d'autres solutions. On peut séparer les voies, si possible, sans construire de nouvelles infrastructures, d'après nous. Il y a d'autres possibilités qu'il faut d'abord vérifier avant qu'on construise une nouvelle piste. Et la séparation et la construction d'une nouvelle piste, pour nous, c'est vraiment la dernière des solutions, à notre avis. Ça ne devrait pas être la règle parce que l'impact sur la nature est fort et il faudrait minimiser l'impact sur la nature. Si il faut les signaliser, bien évidemment, toutes les pistes ne se prêtent pas à l'utilisation par les VTT. Il y a des pistes de randonnée très fréquentées où on ne peut pas utiliser le VTT parce qu'il y a trop de personnes qui marchent à pied. Donc, il faudrait vraiment signaliser les chemins et les pistes qui se prêtent à l'utilisation par VTT. Les autres peuvent être rendus inaccessibles ou peu attrayants. Je ne veux pas dire qu'il faut interdire l'utilisation par le VTT, mais il ne faudrait peut-être pas faire de la pub auprès des VTTistes. Ça aussi, ça donne déjà un effet. Parfois, il faut prendre des mesures de construction. Il y a des mesures de construction tout à fait légitimes.
Si on souhaite construire des pistes VTT, il faut réfléchir sur la façon d'attirer des utilisateurs. Donc, si on construit des pistes VTT et ce sont des pistes attrayantes pour le VTT, on peut aussi les rendre peu attrayantes pour d'autres sports. Il y a des mesures pour le faire. Donc, par une signalisation, peut-être. Il y a plusieurs types de zones de protection et nous voyons ça dans la nature que de nouvelles pistes sont possibles, mais il faut, lors de leur construction, s'orienter par rapport aux zones de protection paysagère. Et lorsque je parle de zones naturelles protégées, nous sommes très sceptiques. Nous souhaiterions qu'il n'y ait pas de nouvelles pistes. Si des pistes existent déjà et si ces pistes ne contredisent pas les objectifs de protection de ces zones naturelles, on peut les utiliser, mais on ne souhaiterait pas en rajouter d'autres dans ces zones. Les pistes VTT ont un impact important sur le paysage. Et si on rajoute des éléments, on peut avoir un impact plus grave sur le paysage. Donc, il faudrait que ce soit limité aux environnements où l'effet n'est pas néfaste. Donc, dans les zones qui sont déjà fortement utilisées par le vélo, mais pas dans les zones de protection de la nature et des paysages, pas dans les zones non construites jusqu'ici, pas dans les secteurs non accessibles ou pas dans les zones où il y a des espèces menacées. La construction et l'entretien, ça aussi c'est un point important à prendre en compte dès la planification, parce que l'entretien génère des coûts courants. Il faut les calculer dès le départ. Les pistes et les voies doivent être intégrées dans le paysage autant que faire se peut. Donc, je ne vais pas en parler de tous les détails maintenant. Ça doit être vérifié pour chaque cas individuellement. Les éléments artificiels peuvent être utilisés parce que ça fait partie de certains trails, mais il faudrait faire en sorte à ce que l'impact soit minimisé. On a beaucoup de bons exemples d'ailleurs. Lorsqu'on planifie la construction et l'entretien de pistes, il faut penser au long terme. Cela vaut pour la construction, pour l'entretien, pour le financement, mais aussi pour la remise en état naturel et la rénaturation. La gestion à l'aide du transport des VTT est un autre sujet important. On a ici la possibilité d'utiliser les VTT avec les remontées mécaniques. La question de savoir quelles sont les remontées mécaniques qui veulent transporter des VTT, qui peuvent le faire. Si on monte les VTT sur les montagnes, alors qu'arrivés en haut, les VTT n'ont aucune offre, n'ont aucun moyen de redescendre, ce n'est pas pertinent. Il y a également la possibilité d'orienter l'offre par rapport au temps, c'est-à-dire on peut limiter cela. On peut limiter le transport des VTTistes
avec les remontées mécaniques jusqu'à une certaine heure afin que les vététistes n'arrivent pas en haut de la montagne très tard et n'ont plus de lumière naturelle, par exemple. Mais il faut également penser à la remise en l'état naturel. Et cette entreprise de transport qui offre le transport aux vététistes doivent également être rendus responsables et intégrés dans la remise, dans la protection de l'environnement. Il faut savoir que la nuit, la pratique du sport est très sensible. La nature est beaucoup plus touchée que pendant la journée. Je ne parle pas du pump track à côté d'un village, mais je parle ici des pistes en pleine nature. On est plutôt contre la pratique de ce sport la nuit si il faudrait créer des luminaires ou s'il faudrait avoir une pollution lumineuse. Voilà, j'ai mentionné beaucoup de points qu'il faut respecter lorsqu'on planifie et construit et exploite l'offre pour les vététistes. Dans beaucoup de points, on peut trouver des compromis, trouver des solutions. Il y a une marge de manœuvre et on peut être flexible. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. On nous reproche souvent de toujours dire non, non, non et de vouloir empêcher le sport dans la nature. Ce n'est pas le cas. On n'est pas contre, bien au contraire, on est pour que les gens pratiquent leur sport en pleine nature et nous soutenons de telles offres. L'objectif n'est pas de ne pas laisser les gens entrer dans la nature, bien au contraire. Nous pensons que les êtres humains doivent faire leurs expériences dans la nature, doivent apprendre ce que c'est que la nature et ça implique aussi le sport. Mais d'un autre côté, il faut respecter les autres et respecter la nature. Par conséquent, il faut générer une offre qui leur permet de le faire. Si on se rend dans la nature avec beaucoup de respect, on a déjà atteint un objectif important. Et nous souhaitons promouvoir cet objectif, c'est-à-dire nous souhaitons contribuer à éviter et à résoudre les conflits. Nous souhaitons discuter et résoudre les conflits existants de cette manière. Donc, nous aussi, on souhaite être intégrés dans la planification aussi rapidement que possible et aussi tôt que possible. Nous n'avons aucun droit de participer. Nous sommes une association privée. Mais donc, il y a aussi les services de prestations spécialisées du canton et des administrations qui ont un droit de participation contrairement à nous. Nous offrons notre coopération dès le début de la planification. Finalement, lorsque je devrais parler de mon rôle, moi, j'aimerais bien me voir comme on nous voit à gauche sur l'image, c'est-à-dire on coopère pour trouver de bonnes solutions ensemble, que ce soit dans la forêt ou bien dans un bureau, mais l'image à droite, ce n'est pas ce qui correspond à notre rôle, cela ne correspond pas au rôle tel que nous la comprenons. Donc, avec cette prise de position, nous avons créé une base pour dialoguer. Et à mon avis, nous avons bien réussi à le faire parce que
à notre avis, tous les partenaires acceptent cette approche et l'apprécient. Merci beaucoup. Je suis arrivée à la fin de ma présentation.